Langston Boyd, un milliardaire exigeant et autoritaire, a été pris de colère en découvrant sa fille paralysée en train de danser avec leur nouveau chauffeur. Il n'avait aucune idée de qui était réellement cet homme. Mais lorsque la vérité éclate, tout ce que Langston croyait savoir sur l'amour, la famille et les préjugés s'effondrent d'un coup. Ce que ce père découvre sur le chauffeur changea à jamais le destin de sa fille. La demeure des Boyd était toujours d'un calme absolu. De longs couloirs en marbre faisaient résonner uniquement le claquement sec des chaussures italiennes de Langston Boyd. Un homme noir d'une cinquantaine d'années ayant fait fortune en développant des logiciels révolutionnaires. Ce jeudi après-midi caniculaire, alors qu'il rentrait d'une réunion à plusieurs milliards d'euros, un bruit inattendu l'interpella depuis le grand salon. C'était de la musique douce et des rires d'enfants clairs comme du cristal. Sa fille Nia, âgée de 8 ans à peine, rayonnait d'un bonheur qu'il n'avait plus vu chez elle depuis si longtemps. La fillette, paralysée des jambes à la suite d'un terrible accident de voiture, faisait bouger ses bras avec grâce au rythme de la musique diffusée par un téléphone portable. Ses yeux brillaient d'une joie pure et autour de son fauteuil roulant dansait doucement Jamal Lewis, le nouveau chauffeur noir engagé une semaine plus tôt à peine. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» « Bon sang !» hurla Langston, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre contre les murs. Jamal s'arrêta immédiatement et coupa la musique à la hâte. « Monsieur Boyd, je ne faisais qu'aider votre fille à... » « L'aider à quoi exactement ?» Langston pénétra dans la pièce d'un pas lourd et autoritaire. « Je vous ai engagé pour conduire, pas pour jouer au thérapeute avec ma fille. »« Papa, crie pas sur tonton Jamal, » supplia Nia, agrippant les accoudoirs de son fauteuil, les yeux déjà embués de larmes. « Il m'a appris que je pouvais danser autrement. J'ai senti la musique battre ici dans ma poitrine. »« Monsieur Boyd, » dit Jamal d'une voix calme mais ferme. « Votre fille voulait simplement écouter de la musique et se bouger un peu. Nous n'avons rien fait de dangereux ni de déplacé. »« Rien de déplacé ? Vous avez franchi toutes les limites. Vous êtes ici pour un travail bien précis, pas pour vous improviser éducateur ou thérapeute. Ma fille est spéciale, fragile. Elle a besoin de soins médicaux adaptés. » Nia se mit à pleurer doucement, essuyant ses larmes avec ses petites mains. « Papa, s'il te plaît, renvoie pas tonton Jamal. C'est le premier qui me regarde pas avec pitié. Nia, va dans ta chambre tout de suite. » La voix de Langston claqua plus durement qu'il ne l'avait voulu. « Mais papa... » Sans discussion. La petite fille obéit à contre-cœur, poussant lentement son fauteuil dans le long couloir. Avant de disparaître complètement, elle se retourna et regarda Jamal avec des larmes coulant sur ses joues. « Merci pour la plus belle danse de ma vie, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Une fois seule dans le silence pesant du salon, Langston croisa les bras et fixa Jamal avec mépris. « Prenez vos affaires et quittez immédiatement ma propriété. Vous êtes viré. » Jamal inspira profondément, gardant sa dignité intacte. « Monsieur Boyd, je comprends votre inquiétude de père, mais laissez-moi vous expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer que j'ai envie d'entendre. Vous êtes un employé, rien de plus. Vous n'avez aucun droit de prendre des décisions concernant ma fille. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, Nia est une enfant parfaitement normale qui utilise simplement un fauteuil. Elle a autant droit que n'importe qui d'être heureuse et de s'exprimer. Ne me dites pas comment je dois élever ma propre fille. Sortez immédiatement de chez moi avant que je ne fasse appel à la sécurité. » Jamal enfila sa veste en cuir et se dirigea calmement vers la sortie. Avant de franchir la porte, il se retourna une dernière fois. « Votre fille est réellement exceptionnelle, monsieur Boyd, mais pas pour les raisons que vous croyez. » Une fois la voiture de Jamal éloignée, le silence retomba comme un couvercle sur la demeure. Langston monta lentement l'escalier de marbre et retrouva Nia dans sa chambre, tournée vers le mur, toujours assise dans son fauteuil. « Ma chérie, papa a fait ça pour te protéger de gens qui pourraient te blesser. » Nia ne se retourna pas, ne répondit pas. « Nia, tu m'entends ? » « Je veux plus te parler, » dit-elle d'une voix douce mais pleine de douleur. Langston attendit la 15 minutes sans un mot, mais sa fille resta immobile, fermée, refusant tout contact. Il redescendit alors dans son immense bureau, tentant désespérément de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision. Après tout, c'était lui le père millionnaire.
Il savait ce qui était le mieux pour Nia. Mais au dîner, la fillette toucha à peine à son assiette et au moment de se coucher, pour la première fois depuis des mois, elle demanda à dormir toute seule, refusant même l'histoire du soir. Langston se coucha dans son lit king size, mais le sommeil ne vint pas. La maison était trop silencieuse et pour la première fois, ce silence ne lui parut plus rassurant. Il sonnait creux, froid, mort. 5 jours terribles s'étaient écoulés depuis le départ de Jamal. Nia n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle se réveillait mécaniquement, se lavait en silence avec l'aide de son infirmière personnelle, grignotait à peine pendant les repas et passait des heures entières à fixer la fenêtre de sa chambre comme si elle attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Monsieur Boyd, dit Marcus, le kinésithérapeute le plus réputé et le plus cher d'Atlanta, avec une frustration à peine contenue. Nia refuse catégoriquement de coopérer. Elle me traite comme si je n'existais pas. Langston observa sa fille depuis le seuil de la chambre luxueuse. Elle était assise dans son fauteuil, complètement immobile, le regard perdu vers les jardins immenses de la propriété. « Nia, ma chérie, tu dois faire tes exercices de rééducation pour aller mieux. »« Je n'ai plus envie de rien faire, » répondit-elle sans même tourner la tête. « Mais pourquoi, mon cœur ? » « Parce que ce n'est pas drôle toute seule. »« Et tu n'es pas toute seule. » Je suis là. Marcus est là, l'infirmière aussi. Mais tonton Jamal n'est pas là. Langston sentit une douleur vive lui traverser la poitrine, mais s'efforça de garder le contrôle. Ma fille, je vais faire venir les meilleurs spécialistes du pays pour s'occuper de toi. Je ne veux pas d'autres spécialistes. Je veux que tonton Jamal revienne. Langston soupira profondément et quitta la pièce, incapable de répondre. Dans le couloir, il appela Quincy Jones, son fidèle assistant personnel. « Quincy, je veux que tu trouves d'urgence les meilleurs spécialistes américains en paralysie infantile, peu importe le coût. »« Bien sûr, monsieur Boyd. » Quincy marqua une pause hésitante. « Puis-je poser une question un peu délicate ? » ?»« Vas-y. » Que s'est-il réellement passé avec Jamal ? Il semblait vraiment avoir un lien particulier avec la petite. Il a franchi des limites inacceptables. Fin de la discussion. La réponse de Langston fut sèche et définitive. Quincy hocha la tête, mais Langston comprit immédiatement que son assistant n'était pas convaincu par cette explication. Ce jour-là, pendant une réunion en visioconférence d'une importance capitale, Quincy frappa à la porte du bureau avec urgence. « Monsieur Boyd, j'ai trouvé quelque chose d'assez étonnant, oublié dans la voiture. » Il tendit une mallette en cuir brun restée sur la banquette arrière. Langston l'ouvrit, intrigué, et manqua de la faire tomber lorsqu'il en découvrit le contenu. Il y avait des dizaines de notes médicales détaillées sur la paralysie infantile, des méthodes de rééducation par la musique et le mouvement, des exercices spécifiques pour les enfants souffrant de lésions médulaires et même un plan de traitement personnalisé avec le nom de Nia écrit à la main. Mais c'est quoi tout ça ? Regardez cette pièce d'identité, monsieur. Quincy lui montra un document qui fit suffoquer Langston. Dr Jamal Lewis, Ph.D. en neurosciences pédiatriques, ancien professeur titulaire à l'Université de New York. Langston saisit la carte avec des doigts fébriles, relisant l'information plusieurs fois. Docteur, il était médecin. Il y a bien plus, monsieur. Quincy lui remit un CV impressionnant. Il parle 4 langues couramment, a 15 ans d'expérience spécialisée dans le traitement des enfants en situation de handicap et a reçu plusieurs prix internationaux pour ses recherches en rééducation neurologique. C'est impossible. Cet homme conduisait ma voiture. Apparemment oui. Et regardez ceci. Quincy sortit une photographie qui coupa net la respiration de Langston. C'était une image de son défunte épouse Lorraine, rayonnante, souriante aux côtés de Jamal. Tous deux portaient une blouse blanche de médecin dans ce qui semblait être un hôpital. Quincy. Langston parla d'une voix brisée. Je veux que tu découvres tout, absolument tout sur cet homme. Je veux savoir pourquoi un neuroscientifique de renom travaillait incognito chez moi comme chauffeur. 3 heures d'investigation intensive plus tard, Quincy revint dans le bureau tenant un rapport épais et méticuleusement documenté. Monsieur Boyd, le docteur Jamal Lewis était le neurologue principal chargé du traitement de votre épouse Lorraine durant les 3 derniers mois de sa vie.
D'après tous les dossiers médicaux que j'ai pu consulter, il s'est personnellement investi dans son cas et a suivi de près chaque étape de son traitement. Langston s'effondra dans son fauteuil en cuir, les jambes coupées. Lorraine ne m'a jamais parlé de lui. Jamais. Il y a encore une chose très importante, monsieur. Quincy lui tendit une feuille imprimée. J'ai retrouvé cet email personnel sur l'ordinateur de votre épouse. Langston lut à haute voix d'une voix tremblante. Cher Jamal, si jamais il m'arrive quelque chose, je te supplie de veiller sur ma petite Nia. Langston est un père formidable, mais il n'acceptera jamais facilement des méthodes de traitement alternatives. Il devra d'abord te faire confiance en tant qu'homme. Fais ce qu'il faut pour t'en rapprocher avec tout mon amour et ma reconnaissance éternelle. Lorraine. Les mains de Langston se mirent à trembler de manière incontrôlable. Quand cet email a-t-il été envoyé ? 2 semaines exactement avant son décès, monsieur. Langston ferma les yeux avec force, sentant le monde s'effondrer autour de lui. Lorraine le connaissait parfaitement, sa fierté, sa rigidité, son besoin de tout contrôler. Elle savait qu'il n'accepterait jamais une approche non conventionnelle venant d'un inconnu. C'est pourquoi elle avait demandé à Jamal de se faire passer pour un simple chauffeur pour gagner progressivement sa confiance. Mon Dieu! Il s'enfouit le visage dans ses mains. Que fais-je à ma famille? Langston conduisit sa Mercedes jusqu'à Harlem sans prévenir personne. Il avait obtenu l'adresse de Jamal grâce à Quincy et se tenait maintenant nerveux devant un vieil immeuble en briques rouges. Il monta lentement 3 étages grinçants et frappa à la porte de l'appartement 4B. Jamal ouvrit la porte lourde sans montrer la moindre surprise en voyant Langston visiblement bouleversé. Monsieur Boyd, j'ai un besoin urgent de vous parler de tout. Entrez, je vous en prie. L'appartement était petit mais impeccablement rangé et d'une propreté irréprochable. Langston remarqua tout de suite plusieurs diplômes encadrés au mur, ainsi qu'une photo émouvante d'une jolie fillette noire d'environ 6 ans posée sur la table basse en bois. « C'est votre fille ?» demanda Langston en montrant la photo avec délicatesse. « C'était ma fille. » Jamal s'assit calmement sur un vieux canapé. Skylar est morte il y a exactement 5 ans dans un accident de voiture très similaire à celui de Nia. Elle est restée paralysée pendant 2 mois avant de succomber à de graves complications neurologiques. Langston s'assit lourdement sur une chaise en face de lui, le souffle coupé par la révélation. C'est pour ça que vous comprenez si bien ce que Nia traverse. C'est pour cela que j'ai consacré toute ma vie et ma carrière à aider des enfants exactement comme elle. Jamal fixa Langston droit dans les yeux sans détourner le regard. Et c'est pour cela que j'ai promis solennellement à votre épouse Lorraine de veiller sur Nia quoi qu'il arrive. J'ai trouvé le dossier médical dans la voiture et l'email personnel que Lorraine vous a envoyé. Lorraine était une femme d'une grande intelligence. Elle savait pertinemment que vous n'auriez jamais accepté mes méthodes si vous aviez su tout de suite qui j'étais vraiment. C'est pourquoi elle m'a demandé de manière stratégique de me rapprocher d'abord de vous et de Nia en tant que chauffeur. Mais pourquoi avoir accepté? Pourquoi travailler comme chauffeur alors que vous êtes un médecin reconnu et respecté? Jamal se leva lentement et se dirigea vers la petite fenêtre donnant sur la rue animée. Parce qu'après avoir perdu ma Skylar, l'argent et le statut social n'ont plus eu la moindre importance pour moi. La seule chose qui compte désormais, c'est de voir des enfants comme Nia retrouver un vrai sourire. J'ai commis l'erreur la plus terrible de toute ma vie. Oui, vous avez fait une erreur, répondit Jamal sans détour. Mais l'erreur réelle, ce n'était pas de me renvoyer de manière brutale. L'erreur, c'était de ne pas avoir demandé à votre propre fille ce qu'elle voulait vraiment, ce dont elle avait besoin. Nia ne va pas du tout bien depuis votre départ. Elle ne mange presque plus. Elle ne me parle presque plus. Elle refuse tout type de rééducation. Et que voulez-vous que je fasse exactement? Je vous supplie de revenir, s'il vous plaît. Mais pas comme chauffeur cette fois, en tant que médecin spécialiste, en tant que l'homme en qui Lorraine avait placé toute sa confiance pour s'occuper de notre fille. Jamal garda le silence pendant de longues secondes, réfléchissant visiblement avec soin. Je veux bien revenir, dit-il enfin avec gravité, mais à une condition non négociable. Et dites-moi tout ce que vous voulez. Vous allez participer activement au traitement de Nia. Vous ne prendrez plus jamais de décision autoritaire seul. On travaille ensemble en équipe.
Langston tendit la main sincèrement. J'accepte entièrement. Quand ils arrivèrent ensemble à la maison, ils découvrirent une scène bouleversante. Nia était étendue sur le sol froid de sa chambre, tentant désespérément de ramper avec les bras jusqu'à la porte lourde. De grosses larmes coulaient sur son petit visage. Nia, cria Langston en courant vers elle, paniqué. Papa, j'essayais de sortir toute seule pour aller chercher tonton Jamal dans la rue, sanglota-t-elle. Je voulais lui montrer que je n'ai pas abandonné l'idée de marcher. Jamal s'agenouilla tendrement à côté d'elle sur le sol. Coucou ma petite papillon spéciale. Tonton Jamal. Nia se jeta dans ses bras de toutes ses forces. Tu es vraiment revenu? Je suis revenu. Oui. Et cette fois, je te promets que je reste pour de bon. Langston regarda les deux s'enlacer, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, il sentit des larmes chaudes couler librement sur ses joues. Lorraine avait eu raison sur toute la ligne. Nia avait besoin de Jamal et au fond de lui, peut-être que lui aussi en avait désespérément besoin. Tonton Jamal, tu peux m'apprendre à danser autrement encore une fois? Bien sûr que je peux, mon petit papillon. Et cette fois, ton papa va danser avec nous. Langston sourit à travers ses larmes. J'adorerais apprendre à danser autrement, moi aussi. 2 années de transformation avaient passé et le manoir des Boyd n'avait plus rien du mausolée silencieux d'autrefois. Chaque matin vibrant, une vingtaine d'enfants extraordinaires arrivaient avec enthousiasme pour participer aux activités du centre de rééducation Papillon différentes désormais installées dans la propriété entièrement rénovée. Une musique joyeuse résonnait dans chaque pièce. Des éclats de rire cristallins parcouraient les couloirs colorés et le rythme des béquilles frappant le parquet ciré marquait le tempo d'une nouvelle vie. Nia, désormais une fillette épanouie de 10 ans, marchait fièrement à l'aide de ses béquilles dans le jardin fleuri où elle enseignait avec patience à d'autres enfants en situation de handicap comment avancer. « Souvenez-vous toujours », disait-elle d'une voix assurée à un groupe attentif de 8 enfants. « Peu importe comment fonctionne notre corps, ce qui compte vraiment, c'est comment on sent la musique battre fort ici dans notre cœur. » Elle tapa sa main sur sa poitrine avec conviction. « Comment tu as appris tout ça aussi bien, Nia ?» demanda Pedro, un garçon vif de 9 ans en fauteuil roulant à cause d'un spina bifida. « C'est mon tonton Jamal qui m'a tout appris avec beaucoup d'amour. Et vous savez ce qu'il m'a enseigné de plus précieux? Que tous les papillons du monde sont complètement différents les uns des autres, mais qu'ils peuvent tous voler magnifiquement à leur manière, unique et spéciale. »« Même les papillons qui ne peuvent pas bouger les jambes ?» demanda timidement Maria, une fillette de 7 ans. « Surtout cela, » répondit Nia en souriant, parce qu'ils volent avec leur cœur. Depuis la grande fenêtre de ce qui était autrefois son bureau, Langston observait la scène avec fierté. Le lieu avait été transformé en un cabinet médical moderne et lumineux. Jamal entra, les bras chargés de dossiers colorés et de rapports détaillés. « Comment va le groupe aujourd'hui ?» demanda Langston avec un véritable intérêt. « Exceptionnel comme toujours. 5 nouveaux enfants arrivent la semaine prochaine, dont des jumeaux atteints de paralysie cérébrale. » Jamal s'assit confortablement en face de lui. « Et toi, comment te sens-tu en voyant Nia guider et inspirer les autres? » Au-delà des mots, mais aussi profondément honteux. « Honteux? Pourquoi? » Parce que j'ai failli détruire la vie de ma propre fille, uniquement par orgueil, par peur et par préjugé. Je peux te poser une question très personnelle? Bien sûr. Vas-y. Tu m'as vraiment pardonné pour la façon épouvantable dont je t'ai traité? Jamal lui sourit sincèrement. Langston, tu crois honnêtement que je serais encore ici à travailler à tes côtés chaque jour si je ne t'avais pas complètement pardonné? Parfois, je me demande comment tu fais pour être aussi naturel avec moi après tout le mépris que je t'ai montré. Parce que tu as vraiment changé profondément et parce que Lorraine m'a demandé de prendre soin non seulement de Nia, mais de toi aussi. Lorraine t'a demandé de veiller sur moi? Elle savait que tu devrais apprendre à être père d'une manière complètement différente et elle me faisait confiance pour t'accompagner dans ce chemin. Ce jour-là, sous un soleil éclatant, Langston donna une interview à un grand magazine national sur l'inclusion sociale. Le journaliste expérimenté posa la question la plus délicate. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce centre de rééducation aussi innovant? Pour dire la vérité la plus nue,
répondit Langston sans détour, j'ai failli tout détruire par orgueil, arrogance et racisme. J'ai renvoyé sans ménagement le meilleur médecin que ma fille aurait pu avoir, simplement parce qu'il était noir et travaillait comme chauffeur. J'ai jugé sur l'apparence et le statut au lieu de juger la compétence et le cœur. Et comment avez-vous pris conscience de cette erreur? Le sourire de ma fille a disparu. Et quand un enfant arrête de sourire, c'est que nous avons échoué comme parents, comme humains. Quelle est la plus grande leçon que vous retenez de cette expérience? Que l'empathie, l'humilité et l'amour valent infiniment plus que l'argent, le statut ou le pouvoir et que les personnes les plus extraordinaires se présentent souvent sous les formes les plus simples et inattendues. En fin de journée, Langston retrouva Nia et Jamal dans le jardin parfumé. Nia, debout sur ses béquilles, tentait avec application d'atteindre un papillon monarque posé sur une grande fleur colorée. « Tu as besoin d'aide, mon petit papillon ?» demanda tendrement Jamal. « Non, tonton Jamal, je peux y arriver toute seule. » Elle se hissa avec détermination et effleura délicatement l'aile dorée du papillon juste avant qu'il ne s'envole gracieusement dans le ciel azur. « Je l'ai fait !» s'écria Nia, éclatant de rire, le cœur débordant de joie. Langston s'approcha, ému, et les serra tous les deux dans ses bras. « Lorraine serait si fière de nous tous. »« L'est, » répondit Jamal, sûr de lui. « J'en suis absolument convaincu. Si cette histoire a touché votre cœur, dites-nous en commentaire ce qu'elle vous a appris. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en la puissance de la transformation et de l'amour véritable.